Bouba, merci à toi et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau du 20h. Nous invitons aujourd'hui M. Zator Mbaye, honorable Zator Mbaye, député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonsoir. Bonsoir Papis, je voudrais aussi dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, nous avons invité en tant que député, c'est vrai que vous appartenez à une mouvance politique, mais aujourd'hui, il y a des questions sociales qui font face à nous, donc aux députés. Alors, si vous enlevez toutes vos colorations et que vous portiez le manteau de député pour les intérêts du peuple et que vous soyez seul dans l'hémicycle par rapport à cette histoire de prison, vous diriez quoi à votre peuple aujourd'hui? C'est totalement désolant. Je dois vous avouer que dès l'avènement de la 12e législature, le président Moustapha Niasse a eu à mettre en place une mission de parlementaire qui a eu à sillonner l'essentiel des prisons du Sénégal. Et j'ai eu l'honneur de faire partie de cette délégation. Et j'avoue que le rapport qui en a été fait après n'était pas du tout reluisant parce que simplement ce que nous avons eu à voir dans les prisons, c'est la promiscuité, le nombre exorbitant de détenus, les longues attentes liées donc à la détention. Et je crois que nous avions donc déposé ce rapport sur la table du gouvernement qui avait quand même essayé justement de prendre des mesures conjoncturelles pour essayer justement d'apporter un léger mieux. Ces mesures, c'était donc d'augmenter la pension allouée aux prisonniers. Elle est passée de 600 francs d'alors à 1000 francs aujourd'hui. Mais aussi, dans ces mesures, on avait la libération ou la liberté conditionnelle qui était donc actionnée pour pouvoir permettre de désengorger les prisons. Mais aussi, nous avions également sollicité du président de la République pour qu'il fasse ou alors pour qu'il fit un effort important sur les grâces présidentielles. Je crois qu'à chaque veille de fête, n'est-ce pas, le président de la République est en train de faire des bons importants. Mais le problème des prisons, pour moi, est un problème qui nécessite des solutions structurelles. Aujourd'hui, il est inacceptable qu'un pays comme le Sénégal ne puisse pas construire une prison moderne qui soit, n'est-ce pas, liée ou qui soit conforme aux agrégats internationaux. Alors, sur cette construction de prison, est-ce qu'on n'est pas victime de cette conscience un peu populiste ou populaire qui refuse à un président ou à un gouvernement de construire une prison parce que c'est lui-même qui va en finir en tôle? Peut-être bien, peut-être oui, peut-être non, mais je crois qu'aujourd'hui, que quand même le président Macky Sall, qui est né après les indépendances, a dépassé cet état de fait. Mais le constat, c'est que les prisons ne sont pas construites encore. Mais vous savez, pour construire une prison, en tout cas, la dernière information qu'on en avait eue sur le cas de Rebeuss, est que nous étions en train de voir que le gouvernement était en train de discuter avec un promoteur qui voulait prendre la prison de Rebeuss pour construire une nouvelle prison vers Sébikotane. Je crois que les négociations étaient avancées, parce que quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, une prison qui était construite pour 500 ou 600 personnes, qui abrite 2000, 3000, 4000 personnes, mais c'est inacceptable. Et malheureusement, le gouvernement, aujourd'hui, est en train de faire tout ce qui est en sa possession pour essayer de juguler ces difficultés, mais comme on le sait, comme on le pense, il faudrait justement qu'on aille vers le désengorgement des prisons. Alors, au-delà de ça, on sait que la prison, ce n'est pas un confort. On ne vous invite pas à un confort, c'est vrai. Et le surpeuplement est une réalité à la limite mondiale. Mais à côté du surpeuplement, il y a les conditions, l'alimentation, mais tout ce qui s'ensuit. Et les efforts ne sont pas encore consentis en attendant de construire. Ben si, vous savez, la dépense journalière par prisonnier était de 600 francs. Mais cela n'a pas eu d'effet, la preuve, il y a eu cette mutinerie. Mais vous savez, cette dépense, aujourd'hui, c'est à peu près quelque chose comme 3 milliards du contribuable sénégalais sur l'ensemble des prisons du Sénégal. C'est un effort important, mais un effort minime et insuffisant. Vous savez, l'objectif pour moi, à terme, est de mettre les prisonniers dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, ce n'est pas simplement l'alimentation, c'est les conditions de vie. Il est inacceptable de voir du paquetage dans ces prisons. Et c'est le cas. Nous avons vu dans des prisons, justement, des prisonniers nous dire qu'ils ne dormaient pas le soir parce que simplement il y avait un problème d'espace. Et il est inacceptable dans un pays de droit que nous puissions assister à ces scènes. Maintenant, le gouvernement est en train de faire tout ce qui est en sa possession pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ces prisons. Mais je dois vous avouer que, en tout cas, à mon sens, la solution à ces problèmes, c'est la construction de nouvelles prisons parce que on y a intérêt, hein. Tout le monde a intérêt. Parce que personne ne sait demain que tu pourras te retrouver. Vous avez parlé de missions, de rapports présentés justement à l'État, certainement, en tout cas aux autorités. Et depuis lors, il n'y a pas eu un avancement. Ben si, il y a eu beaucoup d'avancement parce que je vous ai indiqué tantôt que la dépense journalière a augmenté.
de pratiquement 80%. Alors comment vous expliquez cette mutinerie qui a conduit même à un décès? Alors, de ce que j'en ai entendu, semble-t-il que des prisonniers se sont offusqués du fait, justement, qu'ils avaient de longues années de détention. Je crois que c'est quand même logique et légitime. Entre autres problèmes. Entre autres problèmes, parce que ce n'est pas un problème sénégalais, hein, c'est un problème que nous retrouvons partout, parce que l'effectif de nos magistrats est insuffisant. Un magistrat qui aujourd'hui a sur sa table... Et vous avez suivi la sortie du procureur pour se dédouaner que ce n'est pas du ressort du parquet, les longues détentions? Vous savez, je l'ai suivi parce que c'est clair que le procureur il a raison de dire que ce n'est pas de sa mission. Mais enfin, on devrait également nous questionner sur les mandats de dépôt qui sont quand même délivrés. J'avoue qu'en 2012, moi-même, j'avais demandé à ce que les procureurs puissent être envoyés en prison pour voir un peu les conditions dans lesquelles ils envoyaient leur père en prison. Parce que pour moi, la délivrance des mandats de dépôt est quand même automatique et excessif. Et aujourd'hui... Systématique parfois. Et aujourd'hui, oui, MD, un prisonnier me disait que le procureur était là debout et les fils venaient et il disait MD, mandat de dépôt, et eux, de manière triviale, ils disaient manger, dormir, MD. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, il est normal que nous puissions justement nous arrêter sur ça et voir comment est-ce qu'on peut redresser la personne sans pour autant l'envoyer en prison. Nous avons un programme d'autosuffisance alimentaire, nous avons beaucoup d'autres questions qui nous attendent, et en prison, il y a justement des bras valides. Mais il y a également un autre point important. La loi Latif Gueye, je voudrais m'arrêter sur ça. Voilà une loi, paix à son âme, qui aujourd'hui crée beaucoup plus de problèmes qu'il en règle. Parce que beaucoup de jeunes qui sont en prison, ils sont justement par le fait de cette loi que nous essayons de réformer depuis lors. Laquelle? La loi Latif Gueye, qui était donc inhérente à la consommation et à la vente de drogue. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en prison parce que simplement ils ont utilisé un cornet, deux cornets de chanvre indien. Alors que les véritables trafiquants aujourd'hui bénéficient de grâce, bénéficient de privilèges. Ou ne sont même pas inquiétés. Elles ne sont pas inquiétées. Je crois qu'il y a quand même un problème parce que c'est une solution qui finalement crée des problèmes. Crée des problèmes. Alors nous allons passer à une autre actualité, celle de ce débat sur les contrats pétroliers. Alors on a vu la sortie du gouvernement par la personne morale, donc notamment le Premier ministre. Alors est-ce que vous pensez que ça a été suffisant justement pour convaincre les Sénégalais? Et est-ce qu'il n'y a pas un peu une fracture de confiance aujourd'hui? Parce que les explications se suivent et se répètent pour le même sujet. Vous savez, le Premier ministre, c'est le premier inter pares, il est de son rôle, justement, de se prononcer sur des questions qui touchent son gouvernement. Et cette question du pétrole ou du gaz est une question très, très importante. Je crois que quand même la conférence de presse qu'il a eu à tenir est salutaire, parce qu'il a eu à donner des informations assez importantes sur ce sujet. Je l'ai entendu également dire que ces dossiers seront divulgués, seront publiés, pour que nul n'en ignore. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal a quand même est signataire de l'ITIE, qui est une initiative pour la transparence des industries extractives, ce qui permet aujourd'hui, alors empêche au Sénégal, mais de verser dans la nébuleuse en matière de pétrole et de gaz. Je ne peux que m'en tenir aux allégations du Premier ministre quand même, qui aujourd'hui est une personnalité éminente de l'État, qui a donné des informations fiables. Maintenant, vous savez, nous sommes dans un pays... Vous êtes convaincu de ces explications? Je suis totalement convaincu par ce qu'il dit, jusqu'au moment où quelqu'un d'autre pose sur la table un document qui pourrait contredire ce qu'a dit le Premier ministre. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je considère que le Premier ministre, que je connais, et certainement qui sera interpellé sur cette question précise à l'Assemblée nationale, ça, vous pouvez compter sur nous. C'est sûr que le Premier ministre reviendra sur cette question. Et même, il n'est pas à exclure justement que les parlementaires que nous sommes puissent mettre en place, pour que nous puissions mettre en place justement une commission d'enquête pour essayer d'éclairer nos concitoyens sur cette question précise. Alors la dernière question, le temps nous a rattrapé, c'est sur cette opposition qui se réveille, une sorte de résurrection. Est-ce que vous pensez qu'elle est partie vraiment pour s'opposer au régime du président Macky Sall, avec Wortu Sénégal et cette marche en perspective à la date du 14? Vous savez, je pense qu'ils ont interverti ce qu'ils voulaient dire. Sénégal, Wortu, nous, le parce que je considère qu'il n'y a rien de nouveau sous les projecteurs. C'est ces gens-là qui étaient là depuis 2012. Pour moi, c'est une bande de frustrés, tout simplement, qui aujourd'hui pensent qu'à travers un soi-disant espace qu'il faut occuper, qu'ils pourront faire mal. Vous savez, le Sénégal aujourd'hui a dépassé ce clivage de haute-toi que je m'y mette. Ils ont été aux affaires pour la plupart
les Sénégalais ont voté pour le président Macky Sall, il faudrait qu'ils prennent leur mal en patience et qu'ils attendent justement les prochaines élections présidentielles qui se tiendront en 2019. Maintenant, pour la plupart d'entre eux, c'est des gens... Vous sous-estimez les forces de frappe En fait, je ne il n'y aura pas d'impact sur le déroulement du programme ou la stabilité du régime? Mais il n'y aura aucun problème au Sénégal parce que pour la plupart d'entre eux qu'on a eu à pratiquer, nous ne les avons jamais vus dans les rues de Dakar. J'en veux même pour preuve le coordonnateur ou le supposé coordonnateur de ce front. Pourquoi supposé coordonnateur? Oui, c'est Malick Gakou, non? Oui, je veux dire que moi qui étais dans le même parti que lui, je ne l'ai jamais vu sur un front pendant 12 ans qu'on a été. Mais là, il est dans la posture d'un opposant. Mais simplement pour aujourd'hui essayer de mettre en place... Vous savez, tous ces gens qui sont ensemble, c'est un groupe de façade. Personne ne laissera quelqu'un d'autre diriger. Personne d'entre eux, parce que chacun d'entre eux a une ambition personnelle. Je dis bien personnelle, pas une ambition pour le Sénégal, et c'est ce qui est développé. Donc c'est une alliance contre nature. Mais contre nature, ça a l'odeur de Buabèze. Voilà. Zator Mbaye, député à l'Assemblée nationale, qui était notre invité sur ce 20h. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la TFM.